En 1976, George Lucas vient voir Scorsese qui est en train de monter New York, New York. Dans le scénario, il a décidé qu'il n'y aurait pas de happy end et que le couple va finir par se séparer. Lucas lui fait la remarque que s'il consentait à les laisser ensemble, il pourrait facilement obtenir 10 millions de plus au box-office. C'est un moment charnière où en fait Scorsese se rend compte que dans toute cette troupe du nouvel Hollywood, parmi lesquels on va compter Scorsese, De Palma, Spielberg, il est l'un de ceux à tenir une position d'auteur, tandis que ceux qui ont réalisé Les Dents de la Mer ou s'apprêtent à faire sortir Star Wars en 77 sont passés du côté d'un cinéma beaucoup plus grand public qui s'adresserait aux familles et qui va littéralement bouleverser l'industrie. Scorsese, à ce moment-là, à 38 ans, il est dans une phase extrêmement nocive de sa vie, dans une spirale de drogue et d'échecs qui vont être encore accentués par l'échec justement de New York, New York. Il se retrouve hospitalisé en septembre 78, il lutte contre la mort pendant 4 jours, et c'est son ami Robert De Niro, avec qui il a déjà tourné un grand nombre de films, qui vient le voir et qui réitère sa proposition d'adapter Raging Bull. De Niro, qui lui a 37 ans, a lu le livre pendant le tournage de 1900 et il l'a passé à Scorsese, qu'il est venu voir sur le tournage d'Alice n'est plus ici en 1973. C'est un refus catégorique de Scorsese à l'époque, qui justement a cette optique très nouvelle Hollywood, qui consiste à faire une œuvre qui soit personnelle, qui ne soit pas une adaptation classique d'un biopic. Pourtant, De Niro est particulièrement intéressé par ce personnage. Il sait qu'il a une destinée hors norme et pour lui, en tant que comédien, il y voit un potentiel gigantesque. Et il sait qu'il faut que ce soit Scorsese qui réalise ce film. Le livre est paru en 1970. C'est une autobiographie de Jake LaMotta qui est écrite avec Peter Savage. Peter Savage qui est un de ses compagnons, qui a vraiment collaboré à sa carrière et qui d'ailleurs participera à la production et aura un petit rôle, un caméo à un moment du film, et écrit aussi par Joseph Carter. Le livre n'est pas particulièrement bon et pour le début de sa lecture, très clairement Scorsese le met de côté. Mais à ce moment-là, en 78, il se rend compte qu'il est redevable à De Niro, que c'est peut-être le seul qui est capable de le sortir de la spirale dans laquelle il s'enfonce, et qu'il lui doit bien ça. Ils ont travaillé ensemble sur Mean Street, sur Taxi Driver, et surtout sur New York, New York, qui n'était pas un projet qui était particulièrement convaincant pour De Niro. Il décide donc de lancer ce projet. Pour l'écriture, il va d'abord faire appel à Mardik Martin, avec lequel il a déjà travaillé, et qui va commencer un long travail de recherche sur Jake LaMotta pour combler un petit peu les manques de l'autobiographie. Il va voir de temps en temps Scorsese qui regarde ça de très loin et qui n'est pas convaincu pour le moment, et il parvient à l'exciter en lui racontant notamment une scène dans laquelle on voit Bob De Niro se prendre un poing en gros plan et le sang gicler sur les spectateurs dans les premiers rangs du public. Et là, la curiosité de Scorsese est un petit peu excitée. Il n'en demeure pas moins que le scénario proposé est trop long, trop classique, trop académique, et à ce moment-là, De Niro et Scorsese vont faire appel à Paul Schrader, qui a fait le scénario notamment de Taxi Driver, et qui est un auteur qui compte vraiment à ce moment-là dans les milieux auteuristes et indépendants à Hollywood. Paul Schrader qui donc va complètement revoir le scénario, couper toute la partie sur l'enfance et l'adolescence, et découvrir lors de ses propres recherches l'existence du frère de Jake LaMotta, avec lequel il a été dans une très longue rupture, et pour lui ça va devenir un motif extrêmement intéressant et un angle qui va permettre de saisir de nouveaux enjeux du film. Dans une dernière phase, De Niro prend Scorsese avec lui, il l'emmène dans les Antilles, à Saint-Martin, et là, pendant une vingtaine de jours, ils s'isolent complètement, ils écrivent 10 pages par jour, ils travaillent, ils improvisent, ils discutent beaucoup, et ils vont s'approprier entièrement toute la matière du scénario. Il s'agit vraiment, avant le tournage, d'être intégralement impliqué dans le projet. Reste évidemment à convaincre les producteurs. Irving Winkler, qui est un producteur assez important à l'époque, est tout à fait intéressé et il veut porter ce projet de Raging Bull. De ce fait, ils vont voir United Artists et Irving Winkler a un argument de poids, c'est lui qui a produit et qui détient les droits de Rocky. Rocky est sorti en 1976, film sur la boxe qui a eu l'Oscar du meilleur film, réalisé par Sylvester Stallone. Succès surprise, et donc évidemment le sujet de la boxe est dans l'air du temps, et très clairement Irving Winkler leur explique que s'ils veulent faire un 2, et ils sont évidemment très motivés pour faire un 2, il conditionne ça à la production de Raging Bull.
L'autre argument de poids, c'est évidemment De Niro qui tient vraiment le projet et c'est devenu un acteur très important. Il a eu l'Oscar du meilleur second rôle pour Le Parrain 2 et il tourne avec les plus grands. À ce moment-là, donc United Artists se lance sur le projet et décide de l'accompagner. Lorsqu'ils voient en revanche le scénario et la version finale, ils sont quand même assez dubitatifs en expliquant lors d'une réunion avec justement De Niro et Scorsese que c'est un film qui va ne parler à personne, qu'il est à moitié pornographique. Ils évoquent notamment la scène où on dit dans le scénario qu'il y a un gros plan sur son érection avant qu'il aille modérer ses ardeurs à la glace, etc. On a beau être à la fin des années 70, c'est quand même quelque chose qui les choque. Et ils disent surtout, en fait, ce personnage est absolument détestable. Et ils ont cette phrase, he's a cockroach, c'est un scarabée, c'est un cafard. Et là, De Niro vraiment prend parti pour son personnage en disant non, c'est pas un cafard, et c'est l'un des objets du film que justement traiter ce sujet-là. Et donc, il arrive à les convaincre, et Scorsese arrive en plus à leur arracher ce projet assez audacieux, qui est de tourner le film en noir et blanc. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il va tourner le film en noir et blanc. L'une des premières, c'est quelque chose qui fait écho à ce qu'on avait pu voir dans Taxi Driver. Rappelez-vous, le massacre final dans Taxi Driver ne passait absolument pas au niveau des studios pour la censure. C'est un véritable bain de sang, la fin de Taxi Driver. Et l'une des techniques de Scorsese avait été de désaturer complètement les couleurs de manière à ce que ce soit moins visible, le fameux rouge sang. Et c'est quelque chose qu'il a encore en tête, et il sait qu'il va vouloir des scènes sanglantes dans ce film-là, et le noir et blanc va permettre aussi de filmer ça d'une manière un peu plus graphique. L'autre élément, c'est évidemment l'idée d'un regard sur le passé. On est dans les années 40, 50 et 60, et ça crée une distance historique qui l'intéresse beaucoup. Et enfin, il y a une volonté de rompre aussi par rapport à justement Rocky, qui est le film en couleur assez contemporain, et il veut s'inscrire dans un projet qui ne sera pas du tout le même. C'est quelque chose d'important. Dernier élément, qui là aussi évoque un élément très important par rapport à la carrière de Scorsese, c'est qu'il commence à prendre conscience dans ces années-là de la fragilité du film sur pellicule et de sa conservation. Il sera extrêmement actif dans les instituts pour la restauration et la préservation des films, et il prend aussi conscience que les films en couleur ont tendance à s'altérer avec le temps, quand bien même on les conserve, et que c'est un signe aussi du passage des années et des décennies sur la pellicule. Donc le fait de tourner en noir et blanc est aussi pour lui une méthode de faire quelque chose qui résistera peut-être davantage et qui s'inscrira dans un caractère d'archive d'une certaine manière. À partir de là, ils vont donc mettre en place le casting qui se fait entièrement autour de De Niro. C'est De Niro qui en fait repère Joe Pesci dans un petit film qui a vraiment une sortie très confidentielle qui s'appelle The Death Collector et qui est sorti en 1976. Et là, il repère Joe Pesci qui est quelqu'un qui est acteur depuis très jeune. Il était déjà enfant acteur et qui à l'époque est vraiment n'a aucun succès et envisage très clairement d'arrêter sa carrière. Donc ça va être une relance très importante. Et c'est Joe Pesci qui va ramener Frank Vincent, l'acteur qui joue Salvi, qui aura aussi des rôles récurrents. Et enfin, Joe Pesci aussi, qui remarque dans son quartier de Little Italy la photo d'une miss d'un concours de maillot de bain, qui est donc Cathy Moriarty, la comédienne qui va jouer Vicky. Et donc il lui propose d'aller faire le casting, et ce sera son premier long métrage. Elle a 19 ans à l'époque. Joe Pesci va complètement épouser la méthode d'improvisation qui est celle de Scorsese et de De Niro. C'est-à-dire que lors des scènes de répétition, il va fusionner avec cette idée-là, et ça va donner évidemment une complicité aux acteurs qui va complètement éclater sur la pellicule. On a par exemple la scène, fameuse scène iconique où il lui demande s'il a couché avec sa femme. Il y a de très nombreuses prises qui sont faites, et à un moment, Scorsese prend à part De Niro et lui dit « Tiens, change juste un petit peu le texte, histoire de relancer, parce qu'à force de le répéter, on commence à s'habituer. » Et donc, la phrase qu'il lui dit, hors champ, c'est au lieu de « You fuck my wife », c'est « You fuck your mother ». Et la surprise qu'on a de Joe Pesci, c'est celle qui a été gardée à l'écran. Donc quand il le regarde d'une manière interdite et lui dit « Mais comment tu peux me demander ça, je suis ton frère, etc. » En fait, c'est une autre réplique qui a relancé un petit peu, si vous voulez, la tension. Et ça, c'est des méthodes qui vont être vraiment très fréquemment utilisées durant le tournage.
et qu'on va retrouver, bien entendu, dans ce duo Pesci-De Niro, filmé par Scorsese, dans de nombreux films, puisqu'on aura Les Affranchis, bien entendu, qui vaudra d'ailleurs à Joe Pesci l'Oscar du meilleur second rôle, puis un rôle beaucoup plus important dans Casino. Et enfin, en 2019, lorsqu'il tourne The Irishman, il est hors de question pour Scorsese de tourner sans Joe Pesci, et ils vont aller vraiment le harceler pendant très longtemps pour le faire sortir de sa retraite. Et il n'y a que pour justement ce trio-là qu'il acceptera de jouer de nouveau un rôle assez long et très important. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment rentrer dans la famille, si vous voulez. Bien entendu, il y a le travail de De Niro, qui est devenu légendaire, notamment pour ce film. Il va pendant 1 an, alors qu'il n'est même pas encore sûr que Scorsese va accepter de réaliser le film, faire de la boxe, travailler avec Jake LaMotta lui-même, qui le présentera comme une sorte de champion. Il va faire quelques matchs, il en gagnera un certain nombre, il en perdra d'autres, mais en tout cas, il sera dans les parfaites conditions physiques pour pouvoir réellement boxer. Et il va décider ensuite de prendre lui-même du poids. Tout le monde lui dit que c'est une mauvaise idée, on lui propose du maquillage, des prothèses, etc. Il le refuse en expliquant que ce n'est pas seulement la performance de prendre 30 kilos, c'est vraiment se sentir dans l'évolution du personnage et il en a besoin. Donc on planifie une pause de 4 mois sur le tournage, durant lesquels il va avoir une unique mission qui est de prendre 30 kilos. Les 10 premiers kilos sont relativement faciles à prendre. Ce sera beaucoup plus difficile pour la suite, mais il a une solution miracle. Il va voyager en Italie et surtout en France, où il va faire tous les 3 étoiles possibles, de la Côte d'Azur notamment. Et là, avec ce régime assez riche, eh bien, il va réussir à aboutir à ces 30 kilos de gagné. Lorsqu'il revient, eh bien, il va pouvoir tourner. Et par contre, Scorsese prend conscience qu'il est vraiment en mauvaise forme, puisqu'il a notamment des problèmes respiratoires. Et donc, Scorsese, qui aime bien prendre son temps dans les tournages, là, pour le coup, va vraiment aller relativement vite de manière à ce qu'il puisse rapidement retrouver sa santé. C'est un tournage qui est tendu parce que Scorsese est dans un sale état, il est encore en prise avec les drogues, c'est quelqu'un qui a toujours été malade, c'est un asthmatique chronique et il se fatigue très vite. Et là, il sait que les enjeux sont importants et qu'il joue un petit peu sa dernière carte d'une certaine manière. Donc il y a encore une certaine tension et il y a un enjeu crucial qui est de savoir comment il va filmer la boxe. Il va une première fois au Madison Square Garden voir un match de boxe. Il est avec Brian De Palma ce jour-là qui, de manière très sarcastique, lui dit bonne chance pour filmer ça. Et il se rend compte qu'il va devoir vraiment penser une visualisation spécifique pour filmer la boxe. Jake LaMotta le ramène une nouvelle fois et cette fois il sera au premier rang et il aura une autre vision et il se rend compte que ce qu'il doit faire c'est rentrer dans le ring. Et donc il va en fait créer un storyboard intégral de toutes les scènes, exactement comme il l'avait fait pour New York, New York, dans justement la comédie musicale. Donc il envisage ça d'une manière très chorégraphiée, avec une vision et surtout, on en parlera tout à l'heure, une évolution dans la structure des différents matchs. Au départ, on envisage 5 semaines de tournage pour les matchs de boxe et finalement, ce sera doublé. On va passer 10 semaines rien que pour ces tournages-là. Jake LaMotta est là en tant que consultant. Et après, par contre, on lui demande vraiment de partir parce que pour le coup, tout ce qui est sa vie intime, etc., ils ne veulent absolument pas son avis et sa vision des choses. Et tout ça pour finalement, sur un film de 2 heures, à peu près 15 minutes seulement de boxe, mais d'une très grande intensité. Le film va sortir en 1980. Donc United Artists, au moment de la sortie du film, est préoccupé par un film qui les dépasse totalement, qui est La Porte du Paradis de Michael Cimino, que j'ai bon espoir de vous montrer un jour ici. Vous n'êtes peut-être pas encore prêts parce que ça dure 3h30, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Et donc ils sont dans cette production qui est absolument dantesque et catastrophique, et qui finira par couler vraiment United Artists. Et donc, ils ne font pas une campagne de promotion exceptionnelle pour le film de Scorsese. Et le film reçoit des bonnes critiques. En revanche, au niveau du succès commercial et du box-office, c'est pas bon du tout. C'est un film en noir et blanc, c'est un film qui est vraiment sur un anti-héros, dans lequel, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de scènes de boxe, et ça convainc absolument pas le public. Donc, c'est un nouvel échec pour Scorsese, auquel il s'attendait d'une certaine manière. Et il est en revanche quand même nommé 8 fois aux Oscars. Il en obtiendra 2, le seul Oscar du meilleur acteur pour De Niro, donc ce sera en 1980 pour ce film-là, et l'Oscar de la meilleure monteuse pour Thelma Schoonmaker, qui est
une monteuse vraiment d'exception, qui avait déjà travaillé par le passé une fois avec Scorsese, qui revient et qui ne le quittera plus. Elle fera tous les films de Scorsese. Le prochain qui sort mercredi prochain, qui est Lord of the Flower Moon, est encore monté par elle. Et très clairement, elle forme un binôme de création exceptionnel avec Scorsese. Ils ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. Par après, le film devient culte, comme très souvent, et c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on le considère souvent dans des classements de films américains comme l'un des meilleurs films sur la boxe, alors qu'il y a aussi peu de scènes de boxe, ou l'un des meilleurs films des années 80, ce qui là aussi est assez ironique dans la mesure où, en réalité, c'est un film sur la fin des années 70, et c'est même un film qui clôture un petit peu cette décennie 70, et notamment du nouvel Hollywood. Le premier élément qu'on peut évoquer concernant les choix de Scorsese, c'est ce rapport justement au biopic. Scorsese et De Niro le disent volontiers, ils n'en ont rien à faire de la boxe. Ça ne les intéresse pas, et le format biopic non plus n'est pas quelque chose qui les attire. Scorsese veut mettre à distance tout ce qui fait justement cette success story à l'américaine, qui va chercher une espèce de mythologie d'un pays sans passé. C'est quelque chose qui existe depuis les années 30-40, et il y a toute une mode d'un cinéma un peu psychologique et freudien et psychanalytique où on va vous décrire l'enfance d'un personnage et vous expliquer d'où il s'est extrait, quels sont les traumas d'enfance qui ont des conséquences sur son futur. C'est quelque chose qui se pratique d'ailleurs encore dans les films très académiques quand on parle de biopic à Hollywood. C'est quelque chose qu'il veut maintenir à distance. Autre élément qu'il veut maintenir justement, mais vraiment le plus loin possible de son cinéma, c'est justement des films à la Rocky et ce qui est en train de se mettre en place. La décennie 80 qui est en train d'arriver, si vous regardez, c'est très intéressant de voir la différence entre Rocky le premier et le deuxième. La success story, le 2 c'est la revanche, puisque je vous rappelle quand même qu'il échoue à la fin du premier, et on n'est pas du tout dans la même approche, et c'est la même chose pour un film encore plus pour Rambo. Rambo qui sort en 82, qui est un film très intéressant, qui est un film du traumatisme du Vietnam, et le Rambo 2 qui pour le coup portera toute cette ère reaganienne de la victoire et deviendra un film beaucoup plus primaire. Scorsese, il sent que c'est en train d'arriver, et c'est quelque chose contre lequel il lutte. Il va donc proposer un film radicalement d'auteur, avec, vous l'avez vu, un film qui est très riche dans ses contrastes. On a de nombreuses scènes, si vous regardez, qui sont chuchotées, très intimistes. Le travail sur le son, par exemple, est très intéressant. On a un son qui est tout le temps un son direct. I got these small hands. I got like little girls' hands. I got them too. What's the difference? Aucune musique extra-diégétique, à une exception, c'est celle qui ouvre le film. C'est Mascagni, c'est un opéra, la Cavalleria Rusticana, que d'ailleurs on retrouvera dans Le Parrain 3 de Coppola. Toute la fin du Parrain 3, vous savez, le fils devient un chanteur d'opéra, et c'est cet opéra en fait qui est représenté sur scène. Et à part ce morceau-là qui revient et qui va lui aussi déjà poser une chape de plomb et de mélancolie tragique sur le film, comparer cette musique à celle de Rocky, c'est assez intéressant et ça dit beaucoup de choses. Et là, on a aussi une approche avec des musiques qui sont toujours des musiques à la radio, transistor, qui sont des musiques d'ambiance, on entend beaucoup la rue, et un cinéma très naturaliste. I doubt it very much. What are you thinking about anyway? She ain't the kind of girl you just fucking forget about. Joe, how many times I gotta tell you? Why are you always cursing when I'm talking to you? Des personnages qui chuchotent, on est dans une intimité, et un travail aussi sur les gros plans des visages. C'est quelque chose là qui donne vraiment une patte et qui convoque le cinéma d'un des maîtres de Scorsese, qui est John Cassavetes, qui avait notamment en 68 fait un film qui s'appelait Faces, où justement vous avez ces visages en très gros plans et qui justement tranche avec ce qu'on peut avoir dans le cinéma traditionnel hollywoodien. Et c'est vrai qu'on a des images qui sont assez atypiques et qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Il en ira de même pour la façon dont il va avoir une approche quasi documentaire dans les plans qu'il fait sur les intérieurs. Vous avez des intérieurs très épurés, ces ampoules qui pendent du plafond, ces plans que vous pouvez avoir sur certains objets, les tasses, la vaisselle, etc. Là aussi, il prend son temps dans des images qui cassent la rythmique habituelle. Regardez la durée du plan quand il met sa main dans le seau de glace, par exemple. Cette durée excessive qui va interroger justement un certain rapport à l'instant. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il avait déjà fait dans Taxi Driver, quand le personnage regarde son verre d'aspirine.
ça dure extrêmement longtemps et que là, il y a une sorte de malaise qui se met en place. Il y a vraiment des expériences comme ça qu'on a d'un film à l'autre de Scorsese. Scorsese n'abandonne pas pour autant son style, et son style, c'est celui, on le sait, de la virtuosité. Hein, c'est un cinéma qui est mobile, une caméra qui va suivre. Hein, regardez la scène où justement Salvi et Joey parlent dans la rue, hein, ce walk and talk, on les suit dans un travelling latéral, et on va régulièrement avoir des effets de style en dehors des combats de boxe, dans lesquels on va retrouver la patte de Scorsese. Un recours au ralenti, hein, souvent Vicky dans les restaurants est filmé au ralenti. Vous avez aussi un ralenti sur l'exaspération de sa première épouse quand elle est en train de lui cuire le steak. Et bien sûr des travelling et aussi le plan séquence, hein, avec ce très beau plan séquence de la sortie où il va aller jusqu'au ring et traverser toute la salle, où tout ça se fait en une seule prise et évidemment atteste toujours de cette maestria de la part de Scorsese. Mais bien entendu, c'est lorsqu'il filme les matchs de boxe qu'il va mettre en place toute une palette esthétique absolument incroyable. Le premier principe, c'est celui de l'immersion. Il s'agit vraiment de mettre le spectateur au cœur du ring avec un travail sur la vitesse. On est dans des gros plans, on est vraiment au corps à corps, c'est-à-dire qu'on a quasiment la même distance que l'adversaire. On se prend les coups et on a évidemment un travail de montage qui est absolument exceptionnel pour justement nous donner cette rythmique et le fait qu'il faut toujours être alerte pour pouvoir être conscient des enjeux du combat. Mais Scorsese va plus loin que ça, parce que ces combats vont progressivement dériver vers une sorte d'expressionnisme qui, là aussi, prend des distances avec tout ce que Scorsese a toujours vu de la boxe, à savoir les retransmissions télévisées, qui sont le plan fixe le plus ennuyeux de l'histoire, hein, et qui n'ont absolument aucun intérêt esthétique. Donc c'est aussi pour, évidemment, rompre avec ça qu'il va aller sur le ring. Et si vous regardez, là, on va avoir aussi un catalogue de tous les effets possibles, évidemment des plongées, des contre-plongées, des plans obliques. Vous avez aussi hein, ce mouvement de caméra extrêmement déstabilisant où on suit le personnage lorsqu'il tombe au sol et qui crée vraiment un déséquilibre du spectateur lui-même. Et il va aller ensuite travailler la matière jusqu'à ces expériences sur le temps, puisque évidemment vous avez de nombreux ralentis à l'extrême, mais des ralentis qui ne sont pas des ralentis comme pourraient l'être ceux aujourd'hui justement d'une retransmission télévisée sportive. Vous avez des flous cinétiques, on va travailler hein, ces espèces de traînées, et jusqu'à des freeze frames, c'est-à-dire des arrêts sur image qui viennent aussi complètement casser le rythme et nous donner un petit peu cette illusion d'une caméra qui semble elle-même, à l'image des combattants, sonner d'une certaine manière parce qu'elle est en train de filmer. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant et surtout qui va de plus en plus loin dans les innovations. Il faut évidemment mentionner aussi le travail sur le son. Hein, Frank Wagner, qui est l'ingénieur son en chef, le chef d'équipe, a déjà travaillé sur Rencontre du troisième type de Spielberg et là il va faire un travail d'exception qui évidemment passe par une dimension un peu réaliste. Hein. Vous avez tous les effets classiques où on va éclater des melons contre un mur pour avoir l'effet d'un point sur la chair. Mais en réalité, il va aussi, là aussi, faire dériver le film vers un autre registre qui est quasiment celui du fantastique. Si vous regardez, si vous écoutez attentivement, il y a des sons extrêmement étranges, ralentis à l'extrême. And so they fight each other 3 weeks apart. They've each won one, and they'll probably fight again the way it looks now. Il va mixer des cris d'animaux. Right here's the left hand of the jaw right to the body. Robinson comes back with a right on the Des coups de feu. round 8, and it's anybody's fight at this point. 10-rounder. Et il va créer une espèce de vibration qui, là aussi, va accompagner le désordre de la perception de Jake au fur et à mesure des matchs. Et il y a aussi un grand travail sur les sons des ampoules de flash qui explosent. Down in the last fight, too. Lamonica watches Sugar Ray take the count from the referee. Qui deviendront de plus en plus agressives et qui vont évidemment perdre un peu le personnage, l'aveugler et l'assourdir en même temps. Mrs. LaMotta, how do you feel about Jake's retirement? Scorsese lui demande d'ailleurs comment tu as réussi à restituer ce bruit des ampoules. Il dit mais ça je te le dirai jamais. Et à la fin du film, il détruit toutes ces pistes sonores pour qu'elles ne soient pas réutilisées dans un autre, y compris par lui, en voulant vraiment qu'il y ait une singularité par rapport à ce film-là. Toutes ces expériences visuelles et audio,
elles accompagnent évidemment le chaos mental de Jake et la manière dont progressivement il va, si vous voulez, s'enfermer sur le ring. Si vous regardez les premiers matchs, on voit le public, ce sont des matchs dans lesquels l'image est très nette. Et au bout du deuxième combat, il y a un travelling assez mémorable qui va vraiment entourer Jake et qui clairement nous donne le sentiment, surtout quand on revoit le film et qu'on étudie la progression des combats, qui va épouser son point de vue. Et à partir de là, chaque combat qu'on verra sera un combat qui est vu par quelqu'un qui est en train de perdre pied et dans lequel on va avoir beaucoup plus de flou, on va avoir un public qui disparaît littéralement. Plus vous avancez, moins le public est présent et plus le ring est grand. Scorsese a fait construire des rings qui ne sont pas du tout à la taille réglementaire, surtout pour les derniers combats, parce qu'on a un personnage qui est seul face à son adversaire et qui aussi, d'une certaine manière, sera seul face à lui-même. Parce que cette violence qu'on filme est une violence qui est partout dans le récit. Du ring à la vie quotidienne. La première scène de combat vous le montre très clairement. La violence, elle est encore plus présente dans la salle. Vous avez des chaises qui volent, vous avez une femme qui se fait piétiner, qui annonce très clairement les violences faites aux femmes qui vont être largement évoquées dans la suite du récit. Et aussi cette scène totalement grotesque où on va chanter l'hymne américain alors que c'est le chaos absolument partout. C'est très clairement une annonce de ce qu'on va traiter dans le film à venir. C'est-à-dire une violence endémique. La scène où il sort du restaurant aussi, il croise des gens, on ne sait même pas, c'est en total arrière-plan, en train de s'essuyer le nez, il y a eu une bagarre, ça a l'air de faire totalement partie du quotidien. Et les modes de communication des frères sont entièrement fondés aussi sur cette violence. Vous avez donc Jake qui demande à son frère de le frapper. Après, en gros, un moment de confession, j'ai des mains de femme, je me sens un peu faible, vas-y, frappe-moi, ça va aller mieux. Vous avez Joey qui lui-même peut fracasser une chaise par dépit après une défaite, et puis va évidemment, durant cette scène dans le restaurant, dans une violence de plus en plus extraordinairement choquante, avec d'abord le verre, puis cette barre de métal, et enfin cette fameuse porte dont il parlera un petit peu en rigolant par après. Donc c'est quelque chose qui fait entièrement partie de leur vie. Et Scorsese va vraiment prendre soin dans ce film qui, comme je vous le disais, est extrêmement contrasté entre ces différentes tonalités, de montrer l'interpénétration entre la violence sur le ring et celle dans la vie des personnages. Et c'est notamment dans le travail sur le montage et sur les raccords qu'on peut avoir. À de nombreuses reprises, vous avez des scènes de l'intimité et ensuite on cut directement sur un match. Après le premier baiser entre Vicky et Jake, vous avez un raccord sur un match où il s'en prend une en plein visage. Et on a de nombreuses scènes comme ça qui fonctionnent sur une espèce de rupture. Et évidemment, on vous montre à quel point progressivement Jake semble faire sur le ring des règlements de compte par rapport à sa vie intime. Pourquoi est-ce qu'il démolit l'un des boxeurs ? Parce qu'il a appris qu'il était justement, soi-disant, beau garçon selon son épouse. Et la rage qu'il a n'est pas une rage de sportif. C'est justement une passion toxique qui le dévore et qui va nourrir la violence sur le ring. Et ça va aller très loin, puisque ça va aussi dans l'autre sens. On peut partir d'un match, quand il dit à Sugar Ray Robinson, au moment où il a le visage totalement tuméfié, « You never bring me down », tu ne m'as pas mis au tapis, tu ne m'as pas fait tomber. On raccorde sur quoi ? On raccorde sur tout ce qui lui reste à perdre, c'est-à-dire ses voitures, sa famille, sa maison, sa piscine, son club. Donc très clairement, effectivement, il n'a pas encore tout perdu, mais ça va arriver. Et donc, on vous montre toujours ces allées et venues entre ce qu'il essaye de construire, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans ce long moment de sommaire sur les home movies, ce seul moment en couleur, des films amateurs de la vie de famille, apparemment très belle, parce qu'évidemment, on ne filme pas les violences conjugales dans les films de famille, et entrecoupé, déjà toujours avec cette musique extrêmement mélancolique. On n'est pas dans la success story alors qu'il a l'air d'enchaîner les victoires, mais toujours entrecoupé justement de ces matchs en noir et blanc qui viennent contaminer et qui viennent donner évidemment une coloration assez inquiétante à l'évolution de cette famille. L'autre élément qui contribue aussi à la chute de Jake, c'est la question du spectacle. Jake est quelqu'un qui évidemment est en représentation et qui va passer son temps à être une sorte d'animal de foire qui est exhibé. Vous voyez souvent des plans sur les salles qu'il occupe dans les shows, et c'est assez intéressant de voir à chaque fois que la caméra descend tout le temps.
comme si justement son show c'était une descente progressive, ce qu'il est effectivement. Et c'est quelqu'un qui, au départ, a ce rapport au public qui va occasionner là aussi de beaux mouvements de caméra. On le voit saluer, et puis la caméra suit encore sur le public. Vous avez évidemment aussi ce plan séquence qui montre un moment d'euphorie où il est réellement en osmose et il est porté par le public. Mais très rapidement, on va avoir des signes de la dévoration et de l'aliénation par le show. On le voit à travers, justement, on l'a vu, l'agressivité des flashs, mais aussi la manière dont les cordages vont barrer. Il y a une scène très intéressante dans son cadrage, il s'assied et on voit clairement la corde qui est sur son visage, qui l'enferme, et la manière dont progressivement il va perdre pied. Dès le début du film, on a ce raccord sur Jake beaucoup plus vieux, beaucoup plus gros, et qui dit d'une manière un petit peu pathétique « That's entertainment », et il le répète, et il est en train de prendre un coup au moment, parce que c'est aussi ça le spectacle. Et dans l'évolution qu'il a par rapport au show, eh bien, on le voit évidemment suivre une trajectoire durant laquelle il va progressivement occuper des places de plus en plus minables, de plus en plus petites, jusqu'à se retrouver dans cette loge avant même la rentrée en scène. L'autre élément qui symbolise évidemment ce rapport au show, c'est celui de la télévision. Comme par hasard, on a une victoire, et à la suite de cette victoire, on a un raccord, là aussi, sur une télé en panne, qui symboliquement évidemment dit plein de choses sur les pannes de sa vie de couple et puis le fait que tout est en train de se briser. Cette scène du téléviseur, c'est celle qui va donner lieu à la rupture avec son frère et avec tous ses fameux soupçons et la victoire de sa paranoïa. Il est réellement lui-même totalement brisé intérieurement et incapable de voir ce qu'il a autour de lui. Et à la suite de l'agression de son frère, on reviendra sur lui, cette fois seul, face à ce téléviseur qui est toujours en panne. Et comme par hasard, son dernier combat, celui de la défaite face à Robinson, eh bien, pour la première fois, il est montré à travers l'écran d'une télévision. Avec en plus, en superposition, les publicités et les sponsors. Et là, on vous montre justement à quel point il a été dévoré par cet univers-là. Et c'est la fin pour lui. Et d'ailleurs, ce match-là est regardé à la télévision par son frère, avec qui il a rompu, signe encore de cette distance et du fait qu'il a été... qui s'est perdu dans le monde du paraître, etc. Dernier élément sur le show, des spectateurs qui sont là partout, ce sont les gangsters de la mafia. À chaque fois qu'il y a du divertissement, ils sont là, en permanence, au premier rang, que ce soit dans les entraînements, tous les lieux de divertissement, parce qu'ils sont aussi à la piscine autour de Vicky, dans les restaurants, et ils attendent le moment où ils auront une opportunité de prendre leur part du gâteau. Et ça, c'est aussi quelque chose qui renvoie très clairement à la réalité de cette époque, et notamment le match truqué, qui sera aussi un des éléments de sa chute, de sa perte d'identité. En réalité, cette petite loge où il se retrouve à la fin montre un des thèmes majeurs du film, qui est que l'adversaire principal de Jake, évidemment, c'est lui-même. C'est un homme qui va se combattre et qui va se retrouver face à lui. La thématique de la violence et de la bestialité, elle est permanente. Les mentions d'animaux arrivent très régulièrement. Dès le départ, ses voisins les traitent d'animaux. Son of a bitch, he's calling me an animal. Hey, you! Come on, Jack. I'm gonna get hold of that dog and I'm gonna eat him for lunch. You hear what I'm saying? You hear me, Larry? Larry! Crazy animal. Who's an animal? Your mother's an animal, you son of a bitch! Joey lui dit « Tu peux pas te comporter comme un animal ». You can't, I'm telling you. You can't fucking eat and drink like an animal. Ensuite, c'est lui-même qui dit à Joey qu'il est un animal lorsqu'il évoque Vicky. She knew you were an animal. She knew it's no good if you go with her. The whole reputation be ruined. Et à la fin, c'est elle-même, Vicky, qui dira à son mari, lorsqu'elle est dans la rue, avant qu'il la frappe et qu'elle tombe derrière la voiture, qu'il est un véritable animal aussi. C'est un élément très important et qui montre aussi les distances que Scorsese prend par rapport au biopic traditionnel, c'est qu'on ne va jamais se questionner sur la spécificité du talent de Jake LaMotta. Généralement, quand quelqu'un sort du lot, qui mérite son biopic au cinéma par exemple, c'est parce qu'il a innové dans quelque chose, c'est parce qu'il a trouvé Jake. La seule chose qu'on dit de lui à 2 ou 3 reprises, c'est qu'en gros, il a une tête comme du béton. Donc, il peut taper très fort et il peut recevoir des coups très forts. Si vous regardez un film comme, je ne sais pas, le film de Michael Mann par exemple, Ali,
Là, on va s'intéresser à la personnalité, on va montrer justement son rapport à une forme de danse, une certaine souplesse. On va parler évidemment de ses engagements politiques, etc. Jake, pas du tout. C'est quelqu'un qui a une bestialité dans l'approche du métier et qui va perdre par là où il gagne sa vie, à savoir la violence. Et on va vous montrer un personnage qui passe son temps à gérer ça et à se rendre compte qu'il est d'une certaine façon un abruti limité à recevoir et à donner des coups. Pour montrer justement cette rage qu'il n'arrive pas à contenir, il y a un très grand travail sur les espaces. Si vous regardez, notamment dans les espaces intimes, Jake est en permanence dans des espaces qui sont trop étroits pour lui. On le voit dès la première scène avec sa première épouse, où il va justement littéralement faire voler la table. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à contenir la violence qui est en lui et ce bouillonnement permanent. Vous avez un nombre incalculable de scènes dans lesquelles on va montrer des corridors extrêmement longs, très étroits, et le rapport qu'il peut avoir aux différentes ouvertures. Le nombre de fois où on voit ses épouses derrière des portes qui se ferment, des montées d'escalier, et la présence même de Jake qui, dans les espaces, a l'air de tourner comme une bête en cage, montre évidemment et souligne cette façon qu'il a de faire exploser la violence autour de lui parce qu'il n'arrive pas à la contenir. Le rapport à la fenêtre, c'est la même chose. Dans la première scène, il engueule les voisins, puis vous avez une autre scène un peu plus tard où c'est sa femme qui l'engueule par la fenêtre, et il fera d'ailleurs littéralement traverser une porte vitrée à son frère à la fin. Donc on ne cesse d'exploser les cloisons, c'est le cas aussi évidemment quand il brise la porte avec Vicky, et on vous montre des espaces qui sont littéralement brisés par ce personnage. Un autre élément d'ailleurs qui montre l'enfermement de Jake, ce sont ses cabines téléphoniques. Là aussi, un espace de plus en plus clos, avec cette image horrible à la fin où il y a son bide qui dépasse là, et puis il sait que la prochaine étape, c'est celle de la prison. Donc c'est aussi un élément qui travaille toute cette chute-là. Et ce rapport à l'étroitesse et ce rapport à lui-même, on le voit aussi dès la scène d'ouverture, puisque vous avez, par cette construction non linéaire, un personnage qui occupe la partie droite de l'écran quand il est seul sur ce ring au ralenti. Déjà, c'est intéressant de montrer quelqu'un de seul, parce que c'est effectivement quelqu'un qui est foncièrement seul pendant tout le film. Et le raccord qu'on va avoir, ce sera, dans la partie gauche cette fois, son moi futur avec 30 kilos de plus et qui est d'une certaine façon l'adversaire qu'il va devoir combattre. Et ils se font littéralement face et on va avoir ce face-à-face pendant tout le film de quelqu'un qui va apprendre à voir qui il est. Et pour ça, rien de tel que le motif du miroir. Les miroirs sont très présents dans le film. C'est une constante chez Scorsese. On les avait déjà dans Mean Street, évidemment dans la scène iconique de Taxi Driver, Are You Talking to Me, et toujours avec De Niro, et on le retrouvera aussi dans le film suivant, d'ailleurs, La valse des pantins, où on retravaille cette question du spectacle et du rapport à l'image dans le miroir pour le comédien. Et donc ces miroirs-là, ce sont des témoins qui passent leur temps à justement donner un aperçu toujours avec une sorte de surplomb et du recul, presque un recul qui juge. C'est le petit miroir lors de la première scène d'amour avec Vicky qui est dans le coin et qui ne permet pas de voir réellement ce qui se passe. C'est évidemment un miroir témoin qui a l'air très secondaire dans la scène où il doit renoncer à avoir une relation sexuelle avec elle. Il se regarde dans la glace pour se convaincre justement de redescendre. Et on le retrouvera dans les scènes très fréquentes. Et évidemment, il va y avoir un moment crucial, c'est celui où réellement il se retrouve seul face à lui-même, un travelling circulaire autour de lui pour aboutir vers l'homme qui se fait face. Et bien entendu, vous avez ce miroir à la fin quand il est devant la loge. Et un autre miroir, cette fois un miroir qui ne renvoie rien, c'est l'abîme, c'est évidemment ce mur de la prison. Dans la prison, on est dans une esthétique là qui est totalement expressionniste aussi, où on voit vraiment des forts contrastes, on est dans quelque chose qui n'a absolument rien de réaliste, et on va avoir ce personnage qui va littéralement frapper un mur en frappant lui-même en étant arrivé au bout de sa trajectoire où il aura réellement tout perdu. Cette lente chute, elle accompagne évidemment aussi le thème de l'amour et la manière dont il va construire cette relation avec Vicky. La façon dont Vicky est présentée au début contribue à montrer à quel point leur amour ne va jamais pouvoir réellement fonctionner. Elle est une sorte de créature glamour, alors là pour le coup très classique hollywoodienne,
quand on la filme à la piscine, elle a cette superbe chevelure blonde, il y a ses jambes qui sont dans l'eau ralenties, et elle est déjà inaccessible parce qu'entourée des autres. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il la convoite déjà avec de la haine, puisqu'il parle moins d'elle que des hommes qui l'entourent et qui auraient accès à elle. Donc ça annonce dès le départ sa possessivité et le fait que dès qu'il aura quelque chose, il sera en mesure de le détruire. Et toutes les scènes avec Vicky vont fonctionner sur ce principe-là. Vicky, d'ailleurs, la première fois qu'il lui parle, il y a un grillage entre eux. C'est une scène où, en plus, il est en position basse. On montre quelque chose qui déjà semble... Ils ne sont pas sur un pied d'égalité. Et la très étrange scène de séduction entre eux dit plein de choses. Quand il l'emmène en voiture, elle occupe d'abord la première partie du plan, elle est face à la caméra, et quand il lui dit de venir vers elle, si vous regardez bien, elle a le visage complètement barré par la jonction entre les deux parties du pare-brise. Et là, elle est en train de perdre quelque chose, et ça renvoie clairement à la corde qui, là aussi, barre le visage de Jake quand il est sur le ring. Et dans cette partie étrange de mini-golf, là aussi, il fait durer le temps d'une manière très étrange, et il cherche cette balle, on ne la trouve pas, qu'est-ce qu'il dit? The game is over. Voilà, dès le départ, la partie est terminée. Et pourtant, ils vont y aller avec une conviction très étrange. Les scènes entre eux sont des scènes bizarres. Cette scène où elle est assise sur ses genoux, il y a quelque chose qui crée une sorte de malaise et on sent une maladresse généralisée des deux côtés, mais on n'a aucun attendrissement par rapport à ce qu'on voit. Et Jake, dans ses manifestations de tendresse, aura toujours quelque chose avec une espèce de violence, une manière dont il force, la manière dont il l'embrasse pour se réconcilier devant ses enfants dans le séjour là est plutôt effrayante, et d'ailleurs renvoie à la façon dont il embrassera aussi de force son frère à la fin. C'est quelqu'un qui est envahissant, qui est imposant, qui ne sait pas comment faire, et qui le fait mal. Et de ce point de vue-là, on va avoir Vicky qui va avoir une trajectoire dans laquelle elle va progressivement se désagréger. Elle est là, à un moment, elle va essayer de résister. Quand elle résiste, elle reçoit des coups. Et après ça, on va avoir une série de dépossessions. Si vous regardez, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais quand elle a été frappée, qu'elle revient faire ses bagages, il la prend de ses bras et elle parle et il n'y a pas de son qui sort, en fait. On voit ses lèvres bouger. Et très clairement, il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien entre eux au niveau du langage. Donc ça, c'est là aussi quelque chose d'assez audacieux du point de vue d'un film américain notamment. Et à partir de là, quand on la revoit, à l'exception de la scène où elle lui dit d'essayer de se réconcilier avec son frère, on va voir une femme qui se contente d'être une figurante. Elle met les mains sur son visage lors du match, et puis ensuite elle est là pour les photos, pour la presse. Et puis, à la fin, eh bien, on a un retour de la voiture qui lui barre le visage, mais cette fois, c'est le moment où elle dit adieu, elle est dans une toute petite lucarne, et elle s'en va. Scorsese travaille tous les systèmes d'écho des images des premiers temps. Quand on voit l'évolution du regard de Jake sur elle, la première fois qu'il la voit au restaurant, il y a un très beau ralenti, mais elle est entourée justement de tous ces prédateurs de la mafia. La deuxième fois, eh bien, il en a déjà fait sa possession, et il regarde avec jalousie et haine un nouveau ralenti lorsqu'elle va embrasser les parrains locaux, avec une image là aussi où elle est encore cette créature très glamour. Elle a un chignon à la Vertigo d'une certaine manière, et elle renvoie à toute cette imagerie justement des femmes fatales qu'il ferait avec les gangsters et que reprendra énormément Lynch. Lynch dans Mulholland Drive ou dans Lost Highway, il est à fond dans cette imagerie là aussi. Et c'est une personne qui ensuite, tous ces éléments glamour vont être progressivement là aussi avoir un écho destructeur. La piscine, c'est la première scène, solaire, très belle, et puis ensuite vous avez une piscine vide, un jour de pluie, dans lequel on voit le personnage complètement perdu dans sa paranoïa, qui cherche juste à la prendre sur le fait. De la même façon, on avait ses jambes qui battaient dans l'eau, et auxquelles vont répondre les jambes qui battent dans le vide lorsque le mari ferme la porte parce qu'il doit rester chaste pour son combat. Donc on ne cesse de montrer ces éléments qui vont déconstruire tout ce qui avait été maigrement mis en place. Donc au terme de cette espèce de suicide permanent du corps, il va rester évidemment la dimension spirituelle. Scorsese, vous le savez, est quelqu'un qui a toujours pris la question de la religion comme un élément déterminant de son œuvre.
quand il était jeune, il avait le choix dans son quartier entre être un gangster ou être un prêtre. Gangster, c'est pas possible, il était trop gringalé, il était asthmatique, donc il s'est destiné à la prêtrise. Et il a fini par abandonner parce qu'il s'est rendu compte que tous les renoncements à la vie étaient assez importants et qu'il avait une autre passion qui était celle du cinéma. Mais c'est quelque chose qui a vraiment infusé dans sa vie et dans son écriture. Et ce thème, évidemment, de la spiritualité, il est très important. Il y a quelque chose de très important à mentionner par rapport au couple qu'ont pu faire Schrader et Scorsese lui-même. C'est que dans l'autobiographie de Jake LaMotta, il parle de toute sa vie et il parle notamment d'un élément très important qui est arrivé dans sa prime jeunesse, c'est qu'il a violé une femme et qu'il a assassiné un bookmaker. Et c'est quelque chose qui porte en lui, c'est une culpabilité, et il l'évoque très clairement, mais qui rentre justement dans les catégories un peu freudiennes de l'écriture classique et que ne veut pas garder Scorsese. Pour plusieurs raisons. La première, c'est celle que je viens de vous évoquer, mais la seconde, c'est qu'il veut que justement la culpabilité, elle soit générale, elle soit judéo-chrétienne, et elle ne soit pas affiliée à cette personne en particulier. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et vous le voyez dans le film, les accessoires et les thèmes de la religion sont absolument constants. Vous avez des crucifix, des icônes, toute cette imagerie italo-américaine qui est très présente. Et à un moment, d'ailleurs, Jake dit, sa défaite, voilà, je dois bien payer pour quelque chose. Il mentionne le fait que pour lui, c'est normal. Il n'a aucune estime de lui, donc il estime tout à fait légitime qu'il lui arrive des malheurs, et aussi, c'est la raison pour laquelle il est tellement toxique avec sa femme. C'est qu'avoir une telle femme qu'il aime, il ne peut pas le comprendre puisque lui-même ne s'aime pas. Et cette thématique-là, évidemment, elle va infuser aussi dans le parcours du personnage, et on va voir la manière dont l'imagerie religieuse va rentrer dans le ring lui-même. On voit ses corps, d'abord c'est pas celui de Jack, c'est celui d'un opposant, mais qu'on va laver. On a vraiment ces corps torse nu comme ça, qu'il nous faut vraiment penser à l'étape où on lave le corps du Christ. Et vous avez ces éponges pleines de sang, et évidemment une étape encore plus importante qui va être l'arrivée en enfer de Jake, très clairement. Si vous regardez l'évolution des combats, le premier combat, on est dans quelque chose de très net. Le deuxième, il y a une fumée très importante et une image troublée. Ils ont filmé réellement avec des flammes en dessous de la caméra pour avoir, vous savez, cette espèce de vibration comme ça, de chaleur dans l'air qui va déformer l'image. Et bien entendu, le combat final contre Robinson est une entrée dans les cercles de l'enfer. Il n'y a plus de public. On a un noir total, avec de la fumée, et vous avez ce travelling compensé qui va creuser encore l'espace et qui fait qu'il n'est plus du tout en contact avec le public, et ce point vengeur final qui a vraiment tout d'un châtiment chrétien que veut s'infliger lui-même le personnage. Avec, en plus, cette imagerie très catholique et très italienne aussi, du sang qui gicle dans une espèce de démonstration totalement cathartique à la fin. Donc l'image, elle va aboutir à ce parcours d'un personnage qui va devoir, pour pouvoir renaître, absolument tout perdre. Et c'est la fin du film. Et c'est notamment cette citation finale de l'Évangile, avec « Maintenant je vois », il voit qui il est, et c'est d'abord par la négative qu'il va le définir. Tout ce qu'il dit dans la prison quand il frappe le mur, c'est qui il n'est pas. I'm not an animal, I'm not that guy. Je ne suis pas cette personne. Et il va devoir reconquérir qui il est dans des éléments où il va être apaisé. Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est qu'à la fin, tout est minable, mais en même temps, il est calmé. Et c'est là, pour Scorsese, l'élément déterminant qui évoque la possible rédemption. Et qui entre aussi en résonance avec son propre parcours. Parce que, je terminerai là-dessus, le film est clairement un autoportrait. C'est un film dans lequel Scorsese parle évidemment de lui-même, et tout ce qu'il met dans ce film a un rapport avec la situation qui est la sienne à ce moment-là. Scorsese, je vous l'ai dit, il va très mal quand il met en place ce film, et clairement il l'envisage comme son dernier. Pour lui, il va jouer à fond la carte de l'auteur, quitte à justement se fermer toutes les portes. Il voit justement ce que deviennent certains de ses camarades. C'est pas pour lui, c'est pas son cinéma, et donc là il se dit ok, j'y vais. Le noir et blanc, c'est aussi ça. On est dans un film testamentaire. Voilà, je fais mon dernier film et on verra bien ce que ça donne. Donc c'est un film dans lequel il va jouer ses dernières cartes jusqu'à une forme réelle d'épuisement. Et
Mais il veut aussi en finir avec cette imagerie qu'il a construite dans les précédents films, où justement, il ne dormait pas la nuit, il vivait sous les effets de la drogue, et là, il a envie de quelque chose de nouveau. Et c'est un film qui va être autobiographique. Il se réconcilie avec ses parents, d'ailleurs, qui vont avoir un vrai rôle dans tous les films, que ce soit sur le plateau, le père fait des petites apparitions, c'est le père qui va être consultant pour les scènes de mariage sur le toit, parce que c'est son propre mariage, donc il va expliquer comment c'était, comment on fait un mariage italien de cette époque-là, etc. Et très clairement, le quartier d'Italie que vous voyez, c'est le quartier dans lequel a grandi Scorsese. Donc cette imagerie documentaire, elle correspond aussi à des souvenirs, très clairement. Et il a vu cette violence. C'est quelque chose qui faisait partie de son quotidien. Donc il s'investit aussi beaucoup dans ce film parce qu'il peut y infuser sa propre mémoire. C'est aussi bien entendu un autoportrait. Ses excès, la manière dont le succès a eu raison de lui. Il a eu notamment la Palme d'Or avec Taxi Driver, et il est devenu celui qu'il voulait être, et c'est quelqu'un qui, à la manière de La Motta, s'est projeté dans la vie et dans les milieux cinématographiques avec une rage incroyable. Il voulait connaître tout le monde et il voulait absolument devenir quelqu'un de reconnu pour son talent. Et c'est quelque chose qui lui a brûlé les ailes aussi. Donc il se projette bien entendu dans ses excès. Il a lui-même fait beaucoup de mal aux gens autour de lui. Il a lui-même été jaloux. Il a eu de nombreux mariages, de nombreuses conquêtes. Ça a été toujours extrêmement compliqué. Donc il se voit aussi dans ce qu'il regarde de Jake. Et Paul Schrader, quand il voit le film, dit à Scorsese que la citation finale de l'Évangile est pour lui un échec. Parce qu'il lui dit « Je ne comprends pas. En fait, tu mets cette citation pour dire qu'il y a une rédemption pour Jake. Alors qu'en fait, dans le film, on ne la voit pas, la rédemption. » Ce qui n'est pas faux. On pourrait tout à fait considérer que c'est un film sur une descente aux enfers et à la fin, il est totalement minable. Mais pourquoi ça marche? Parce que justement, Scorsese parle aussi de sa rédemption à lui. Et il faut aussi comprendre que cette citation finale, maintenant je vois, juste après, vous avez une dédicace à Manoogian, qui est un homme qui vient de mourir en 1980 durant le montage du film et qui a été le professeur de cinéma de Scorsese à New York. Et donc il est extrêmement touché par cette disparition. C'est quelqu'un qui a eu vraiment un impact très fort sur lui, puisqu'en plus il a produit son premier long métrage. Donc c'est quelqu'un qui a clairement eu un rôle déterminant dans sa carrière. Et donc le maintenant je vois, c'est aussi ça. Il m'a appris à voir en tant que cinéaste. Donc ça a cette double fonction. Et de cette manière-là, on voit comment Scorsese accompagne aussi le personnage vers une descente qui va être celle d'une espèce de modestie. Parce que dans ce miroir final à la fin, vous avez à un moment quelqu'un qui vient dire à Jake dans 5 minutes tu montes. Et cette personne, c'est Scorsese, qui est quasiment pas identifiable. Faut vraiment le savoir pour le reconnaître. Il apparaît à moitié et il apparaît très modestement. Si vous vous souvenez, dans Taxi Driver, Scorsese s'était donné une scène où, pour le coup, il apparaissait de manière très claire. Il est à l'arrière du taxi et il dit des horreurs absolues sur ce qu'il veut faire. Justement, il veut aller assassiner quelqu'un. Il a des propos ultra violents, ultra racistes qui viennent justement alimenter la théorie de Travis Bickle selon laquelle New York est en proie, vraiment est devenue une espèce de Babylone. Donc c'est un rôle qui sert avec beaucoup de dialogue, etc. Là, pour le coup, il est absent, il est quasiment invisible et il dit juste 5 minutes de show. Mais il partage le miroir avec Jake. Lui aussi est en train de se regarder. Il fait partie de ce miroir final dans lequel il va répéter son monologue. Et c'est là qu'il y a l'apaisement qu'il cherche. C'est-à-dire que clairement, il a envie, maintenant qu'il a beaucoup perdu, qu'il est allé au bout de ce dispositif, au bout de cet accompagnement de ce personnage-là, eh bien, de recommencer quelque chose de manière apaisée. Et si vous regardez ces films suivants, ce seront des films totalement atypiques dans sa carrière, deux comédies, La Valse des Pantins et After Hours, qui vraiment dénotent complètement. Et ça montre justement cette volonté de réessayer de manière calme quelque chose dans lequel il ne va pas entièrement justement mettre toutes ses tripes et essayer de mourir en tant qu'artiste maudit. C'est terminé, ça. Dernier point, Scorsese n'a pas donc obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur ou du meilleur film pour Raging Bull en 1981. Et en fait, il a dit que c'était une bonne chose. Un peu plus tard, quand il avait un peu repris ses esprits, parce qu'il aurait détesté que le système académique hollywoodien valide ce geste qui était un geste, un pas de côté, et qui voulait justement d'une façon radicale être une position d'auteur. Et si on regarde, quand est-ce qu'il l'a eu? Il l'a eu en 2007.
bien plus tard pour Les Infiltrés, qui est un bon film. Mais bon, on sent que c'est un peu le moment où Hollywood se dit, punaise, lui, ça fait quand même longtemps, il serait temps qu'il ait son Oscar, hein, comme ils l'ont fait avec DiCaprio pour The Revenant. Hein, c'est vraiment un moment, bon, là, maintenant, ça devient gênant. Donc, il a l'Oscar. Une fois qu'il a l'Oscar, il y a évidemment regain de popularité, etc., et les studios qui lui proposent une nouvelle commande, qui est le film Shutter Island. Et très récemment, puisque là, en ce moment, il est en promo, Scorsese a dit que c'était un film qu'il regrettait d'avoir tourné. Alors que c'est l'un de ses plus grands succès. Bon, moi, je suis assez d'accord avec lui. C'est vraiment un film qui n'est pas très intéressant par rapport à ceux dont est capable justement Scorsese. Et pourquoi est-ce qu'il regrette d'avoir tourné ce film? Parce que, dit-il, il a cédé justement au système qui lui propose un film avec un joli polar, un twist, DiCaprio et compagnie, et qu'en fait, il a pris du retard sur des films qui lui correspondent vraiment. Et il parlait de quel film? Il parlait de Silence, un film qu'il a fini par tourner en 2016, qui est un film, alors là, pour le coup, mais anti-hollywoodien au possible. Hein, on est chez les prêtres jésuites dans le Japon du XVIIe siècle, questionnement sur la foi, la torture et tout. Un film qui a très peu rencontré son public, extrêmement exigeant, et qui, là, pour le coup, va complètement épouser toutes les thématiques qui hantent Scorsese, qui, pendant des années, a voulu monter aussi La Dernière Tentation du Christ, hein, et qui a fini par réussir à le faire en 1988. Et donc, que dit-il aujourd'hui? Il dit, en fait, j'aurais pas dû faire ce film parce que je me rends compte aujourd'hui, il a 80 ans, que je vais pas pouvoir faire tous les films que je voulais et que j'aurais pas dû, encore une fois, céder à ces sirènes-là d'Hollywood pour pouvoir faire le plus possible de films qui correspondent en tant qu'auteur. Donc, on est encore face à un cinéaste qui aujourd'hui se regarde dans le miroir et qui arrive maintenant à faire ses films. Et d'ailleurs, son prochain film est un très grand film. C'est aussi une contre-histoire de l'Amérique qui sort mercredi prochain et je vous conseille vivement d'aller le voir. Et j'espère qu'on en aura d'autres de Scorsese. Merci de votre attention.